Bonjour et bienvenue à l'épisode 26 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec Pierre Couturier. Pour moi, Pierre, c'est un ami d'enfance. On s'est connus à la maternelle. Il nous parle principalement de son band Zest. Il nous parle aussi du développement de ce band-là, de comment ça a évolué avec le temps, puis où ça s'en va. Il nous parle aussi de comment il gère son band, ses relations avec les autres, puis sa vie en général comme une business. À la fin de l'épisode, il nous présente un extrait d'une des chansons de l'album qui sortira à l'automne prochain. Donc, bon épisode. Juste pour mettre le monde en contexte, on se connaît, ça fait longtemps. Ouais. On avait quoi, 4-5 ans? Ouais. Depuis la maternelle. Là. Ouais, exact. On était dans la même école primaire, c'est de là qu'on se connaît. Puis, en fait, ben, c'est pas mal ça. Là. Je veux dire, on s'est côtoyés pendant plusieurs années, toute notre jeunesse. Puis après ça, ben, on a fait chacun notre chemin. Mais, ouais. Fait que moi, ça fait longtemps que je sais que tu fais de la musique. Là. Quand t'as commencé, je pense que tu faisais juste plus du drum. Là. Ouais, à la petite école, là, j'étais plus en batterie. Puis j'avais pris des cours de chant à un moment donné. Puis en deuxième année, j'avais commencé à jouer de la guitare. Puis au début, j'aimais moins ça que la batterie. Mais éventuellement, ça a devenu ma passion. Puis c'était plus facile à trimballer un peu. Là, OK. Ouais, tu peux jouer plus partout un peu. Là. Ouais. Non, j'ai vraiment découvert cet instrument-là, puis j'ai tombé en amour. Là, là parle-moi un peu de ton parcours là-dedans. Là, qu'est-ce qui fait en sorte que là, parce que tu as étudié là-dedans. Ouais. T'as pas juste une passion, t'as aussi des études. Fait que c'est un niveau de plus là, dans mon livre à moi. Là, fait j'ai le niveau académique aussi. Là. J'ai commencé à jouer de la batterie puis à chanter, j'avais 5-6 ans. Puis à 7 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis dans mes années au primaire, je pratiquais pas nécessairement beaucoup. Là. C'est quelque chose que je regrette quand même assez aujourd'hui. Là, à voir comment est-ce que le niveau de certains enfants, des fois, là, c'est incroyable, là, leur niveau de musicalité. Mais c'est vraiment au secondaire que j'ai vraiment rentré dans l'univers musical puis que j'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie. Je pense que la musique pour des adolescents, c'est vraiment important puis ça frappe plus fort, là, on dirait, là, pendant les années de l'adolescence. Ça frappe plus fort que quand t'es plus jeune, tu faisais? Ouais, ou quand est-ce que t'es plus vieux, là, avec les hormones puis tout ça là, qui se développent, là. C'est pour ça que tu vois souvent des adolescents, quand ils sont into une band, là, ils vont tout savoir à propos de cette band-là. Il y a beaucoup de monde que c'est pendant ces années-là que vraiment la vraie passion se développe, mais pour certains, ça peut être quand ils sont plus jeunes ou plus vieux. Il n'y a pas d'âge, tu sais. Puis c'est en assistant à des shows de rock, puis tout ça, puis de voir c'est quoi l'interaction entre une band de rock puis une foule, que là, j'étais comme... Ça a l'air fun, ça. Puis en plus, si tu peux te faire payer pour le faire, comme ça serait comme un win-win. Il y a un terme qui utilise au Japon pour décrire ces choses-là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle un ikigai. Ouais, ça me dit quoi ce mot-là? Ouais. Puis l'ikigai, c'est une façon de trouver comme quelque chose, une hobby que tu vas pouvoir pratiquer, mais qui va aussi te rapporter de l'argent, puis que tu vas être capable de faire fitter dans ton équilibre de vie, puis que c'est ta passion en même temps. Ça fait que si tu es capable de trouver ton ikigai, de trouver quelque chose que t'aimes de faire, puis que tu es capable de le faire à tous les jours de ta vie, puis que tu es payé pour le faire, puis tu peux subvenir à tes besoins, puis les besoins de ta famille, ben c'est ton ikigai. Ça fait que c'est important de poursuivre ça, là. Ok, ben tant qu'à parler de ça, j'ai une question justement là-dessus. Tu sais, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à ça, parce que moi, j'ai l'impression que ça a une certaine limite. Tu sais, dans la vie, on se fait souvent dire qu'il faut trouver justement sa passion, il faut trouver qu'est-ce qu'on veut faire, puis notre voie, notre ikigai, comme tu dis. Puis moi, j'ai l'impression que des fois, ça, c'est un petit peu exagéré, dans le sens qu'on est tout le temps à la recherche de notre passion, puis à toutes les fois qu'on se lance dans un projet, on se rend compte qu'il y a des périodes plus difficiles, puis on se dit, ah ben là, ça doit pas être ma passion parce que je trouve ça dur, tu sais. Ça fait comme 2-3 mois, mettons, que je trouve ça dur, puis c'est pas le fun nécessairement, puis... As-tu l'impression que une passion, ça peut quand même être difficile, puis que ça reste quand même ta passion, puis ça peut être désagréable par bout, ou il faut absolument que ça soit tout le temps? Tu sais, comment tu définis ça, toi? Moi, je vois une passion que c'est un peu comme... c'est une relation que tu entretiens avec ta passion,
Puis comme n'importe quelle relation dans la vie, si tu laisses juste ça aller, ça va se détériorer. C'est presque comme tomber en amour. Il y a des différents stades à ça. Au début, c'est qu'est-ce qu'on appelle la lune de miel, puis tout est beau, puis tout semble parfait. Puis quand tu approfondis tes connaissances, puis tes recherches, tu te rends compte que, c'est pas si facile que ça a l'air. Ça demande beaucoup plus de temps que prévu. Puis des fois, il peut y avoir des dark sides à ça. Comme d'une relation, ça se peut que ta blonde, après un certain temps, tu te rends compte qu'elle a des petits défauts. Puis ça fait que là, ça, c'est le stade de comme ça passe ou ça casse. Puis c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Tu sais, c'est comme, c'est pas qu'est-ce que je pensais que c'était. Finalement, peut-être c'est pas fait pour moi. Mais si t'es capable de passer par-dessus ce stade-là d'incertitude, tu peux comme... Là, tu développes qu'est-ce qui est comme une vraie amour. Tu sais, c'est comme en relation, t'as comme la lune de miel, puis là, t'as une période de temps où ce que vous apprenez à vous découvrir, puis c'est souvent là que ça casse. Mais souvent, quand ce que tu passes par-dessus ces étapes-là qui peuvent être un petit peu difficiles, c'est là que tu tombes vraiment en amour pour qu'est-ce que c'est, tu sais. Dans la relation, tu vas vraiment tomber en amour pour qui ta blonde ou ton chum est. Puis même chose avec une passion, tu sais. Là, tu viens à un moment donné que c'est un lifestyle, puis il y a des mauvais côtés, il y a des bons côtés, il y a des choses un peu moins le fun dans la musique. On joue pas juste sur un stage tout le temps. Il y a plein d'autres parties, mais je pense que les parties le fun de la musique viennent vraiment contrebalancer qu'est-ce qui est un petit peu moins plaisant. J'aime ça l'analogie avec la relation. J'avais pas vu ça de même encore. C'est bon. Là, explique-moi rapidement un peu qu'est-ce que... Ok, fait que là, pour finir un peu ton parcours, t'es allé à l'université puis t'as fait un cours en musique, là. C'est ça. Peut-être un terme plus spécifique, là, mais... Ouais, j'avais commencé en interprétation, en guitare classique. Donc, j'ai fait 4 ans en interprétation dans le but d'être un interprète de guitare classique. Donc, la guitare classique, c'est comme... en quelque sorte, une guitare acoustique, mais avec des cordes de nylon, puis... c'est l'ancêtre de la guitare, là. Puis ça s'est apparu pendant les années baroque, puis ça a suivi pendant la période classique, mais ça a vraiment beaucoup devenu populaire à la période romantique, qui est vers les années 1800. Puis je dirais comme des années 1800 jusqu'aux années peut-être 1900. La guitare, c'était beaucoup dans le monde, l'univers de la musique classique. Puis là, il y a comme... Ça a devenu plus dans le monde, comme qu'on pourrait dire... comment est-ce qu'on les appelle? Comme les troubadours. Anciennement, qu'on appelait les troubadours. À cette heure, c'est juste des musiciens de scène. Mais il y a encore un peu cette division-là entre le monde académique de la musique classique puis qu'est-ce qui est la musique populaire. Puis des fois, ça se rejoint les deux ensemble. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment en guitare classique que j'ai étudié. Puis, une carrière là-dedans, ça aurait été de faire des récitals de guitare classique tout seul, vraiment de voyager tout seul, puis de jouer en avant des foules. Souvent, comme les spectacles de musique classique se passent dans le monde universitaire, c'est plus académique. C'est des récitals, c'est pas des spectacles. C'est beaucoup plus... C'est de la musique sérieuse, donc c'est des gens vraiment éduqués en musique qui allaient voir ces spectacles-là, mais c'est aussi pour tout le monde, là, vraiment. Mais moi, c'est pas nécessairement qu'est-ce que je recherchais de la musique, vraiment. Moi, j'aime ça, faire bouger les gens, puis j'aime bien faire la fête, puis j'aime quand que les gens font la fête à cause de moi puis mon band. Fait que
je voyais pas nécessairement une carrière en musique classique. Puis, mais aussi mon coloc qui est dans mon band, c'est un excellent guitariste classique qui a fait. Il a gagné 2 fois les championnats nationaux de guitare classique. Puis je voyais vraiment les méthodes de travail qu'il avait. Puis il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis c'est difficile d'évoluer, je trouve, à la guitare électrique en même temps qu'évoluer à la guitare classique. Là. C'est 2 univers différents, puis j'ai d'autres passions. J'aime la fitness, j'aime socialiser, j'aime faire de la skate. Je pouvais pas tout placer ça dans mon horaire puis poursuivre les 2 passions. Ça fait que je me dis, OK, comment est-ce que je fais pour encore comme vivre de ma musique, mais tu sais, comme continuer à poursuivre mon ikigai. Bon. Ben, j'aime partager mes connaissances au monde. J'aime aider pis toutes ces choses-là. Ma mère est enseignante. Elle nous a enseigné tous les 2 dans la même classe. Yep, 3e année. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, je pourrais aller enseigner en musique, ça me donne une sécurité, puis ça me donne les soirs, les fins de semaine off, Noël off, l'été off, pour que je puisse poursuivre mes autres projets, tu sais. Ça fait que j'ai plusieurs projets de vie, carrière, puis je lance plusieurs choses sur le mur, puis je vais voir qu'est-ce qui va coller on the long run. Mais j'imagine ton objectif, c'est de te lancer plus avec la band, là. J'imagine, tu dis, on verra ce qui colle, mais ouais, au fond, toi, si t'es dans une band, t'as quand même un gros projet, c'est pour ça que j'assume que ça serait ton projet principal, idéalement. Je me trompe-tu? Ouais, c'est ça. Mon plan de carrière, c'est de continuer à faire grossir la band, puis les bands, parce que j'ai 2 bands à cette heure, puis de continuer à enseigner, puis ça m'apporte quand même beaucoup du fulfillment là, d'enseigner. Je sors de l'école, puis j'ai tout le temps un bon sourire d'en face, puis j'ai l'impression que j'ai fait de quoi de bien de ma journée, puis que j'ai changé des vies. Mais faire ça toute ma vie, je sais pas. Honnêtement, j'ai même pas commencé à enseigner encore. Je commence en septembre. J'ai fait beaucoup de suppléances, mais j'ai jamais eu ma classe. Ça fait que j'aurais plus une idée claire dans 1 an. Puis en attendant, je continue à pratiquer ma guitare, je continue à pratiquer avec ma band, puis ça avance. Good. Puis là, justement, parlant de ta band, ça fait combien de temps que c'est lancé? Je pense à peu près 1 an, de ce que je comprends? Ouais, ben, avec Zest, vraiment, ça fait comme 2 ans. C'est dans la pandémie qu'on s'est comme vraiment établi. Par contre, ça fait comme 5 ans que je joue avec certains musiciens du groupe. Parce qu'on avait un autre band avant qui s'appelait les Uptown Sinners. Puis on était vraiment un cover band. On faisait des covers de blues puis de rock, comme des artistes comme Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors. Donc des bons vieux classiques de rock puis de blues, un peu de funk aussi comme du James Brown. Mais tu sais, moi je cherche tout le temps à grossir, à prendre de l'expansion dans mon domaine. Puis avec les covers, on a venu à un moment donné un dilemme comme OK, c'est facile de faire de l'argent dans les bars comme à chaque fin de semaine. Parce que ça se vend bien. Hein? Parce que ça se vend bien. Ça se vend bien, puis le monde aime entendre les bons vieux classiques. Donc là, on a une crowd assurée, mais on est comme plafonné à un moment donné parce que comme on peut pas venir la plus grosse band sur la planète en étant un cover band. Non. Mais donc là, c'était le choix de OK, on veut-tu continuer à faire comme de l'argent facile sur la fin de semaine? Puis à jouer des covers où on veut aller faire des chansons originales. Puis notre drummer à cette époque-là, qui est plus dans la band, mais c'est encore notre ami, là, c'est vraiment que lui, il voulait poursuivre une carrière plus comme dans du death metal. Lui, il voulait faire des chansons originales aussi. Donc ça nous a vraiment comme poussé à faire des chansons originales. Puis
c'est comme lui qui nous a poussé à faire des chansons originales. Ben, il est parti. Mais lui, il a continué à faire des chansons originales juste dans le style qu'il préférait. Là. Puis c'est encore notre grand ami. Là. On hang out avec sur la fin de semaine. Puis ben, nous autres, on a continué nos affaires. Puis notre bassiste a été sur la batterie. Pour le remplacer, puis c'est un excellent drummer, puis ces deux-là, c'est des best friends, là, ça fait qu'ils ont pu s'aider pour que la transition se fasse smooth. Puis là, on a recruté un nouveau bassiste qui est Pierre-Paul Ledoux, un gars d'Edmundston aussi, là. Puis on a vraiment travaillé sur l'écriture de notre album. Ah, puis c'est vrai, Pierre-Paul, il était pas là pendant l'écriture de l'album, par contre. On a écrit l'album sans voir de bassiste dans la band. Puis c'est Cédric, l'autre guitariste, il a écrit la moitié de la bass sur l'album, puis Justin a écrit l'autre moitié. Ça fait qu'on avait un album de fête, enregistré, studio, tout poli, tout fait. Mais on n'avait pas de bassiste, puis là, on a été chercher un bassiste, puis c'est ça, on a... C'est pendant la pandémie vraiment que... Ben, et tout, une des raisons qu'on a décidé d'arrêter de faire des covers, c'est qu'on pouvait juste plus en faire, c'était la pandémie. Ça fait comment est-ce qu'on continue à évoluer? On peut même pas jouer à nulle part. Ça fait que c'est soit qu'on continue à apprendre des covers, ou qu'on essaie de faire notre propre stuff, puis... Moi, j'ai comme un besoin comme profond d'exprimer mon identité. De créer. De créer, ouais, vraiment. Ça fait que c'est ça. Puis là, de ce que je comprends, quand tu commences à faire plus des chansons originales, là, il y a comme une difficulté de plus qui embarque, dans le sens qu'il faut que tu vendes ton nouveau produit, là. Un produit qui est pas connu, puis un produit qui est pas... Fait que si on compare ça, mettons, là, à un magasin, mettons, c'est un peu comme un magasin qui prendrait des produits d'un autre magasin, puis les revend un petit peu plus cher. Ça, c'était comme la partie cover. Ouais. Puis là, c'est comme si vous dites, non, nous autres, à ça, on va créer nos propres produits, puis on va les vendre, right? Exactement. C'est un peu ça. Fait là, faut que tu prouves que ton produit est bon, là. Mais là, c'est quoi c'est quoi votre plan? Mettons, là, tu sais, quand vous avez commencé à dire, OK, on fait des chansons originales, ça prend un plan pour dire comment on va vendre ça, tu sais, comment on va faire pour lundi des shows. Ça a été quoi? Avez-vous fait un plan spécifique ou c'est plus comme, on va essayer tranquillement et c'était là, ou... On a fait un plan spécifique. Puis c'est que oui, on peut se faire un plan spécifique, mais en musique, il y a tout le temps des... Mais c'est comme n'importe quel business. Tu te fais un plan puis tu le suis du mieux que tu peux. Après ça, c'est vraiment de s'adapter. C'est la première fois qu'on faisait ça. Puis on s'est mis beaucoup de pression et tout avec tout ça. Puis ça a devenu quasiment comme... Ça a fait des petites tensions à un moment donné dans la band parce que on voulait vraiment adhérer à notre plan, puis peut-être que le plan n'était pas défini exactement de la même façon dans la tête de tout le monde dans la band. Puis ça, c'est une des difficultés d'une band, c'est comme gérer une entreprise avec 5 CEO, là. Parce que on est quand même une démocratie, on essaye que tout le monde ait leur place de façon égale dans la band. Puis... ça fait qu'on s'est fait un business plan, un communiqué de presse avec nos bios, des photos, les events qu'on a fait jusqu'à date, notre matériel, nos chansons qui sont pas encore toutes sorties. Puis on a essayé d'adhérer le mieux qu'on pouvait à ça. Mais peut-être que ben, il fallait vraiment le vivre une fois pour apprendre de nos erreurs. Comme on a fait notre possible. Puis là, on a vu qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marchait. On a suivi les étapes d'un business plan. J'ai des amis en administration qui m'en ont parlé, puis j'ai réalisé en éducation, c'est la même chose. Puis là, je me dis, OK, je peux peut-être avoir cette approche-là avec la band. C'est le PODC. Tu as déjà entendu parler du PODC? Donc, planifier, organiser, diriger, puis contrôler. Donc, première étape, il faut que tu planifies. Ça fait que là, on a brainstormé, on avait plein de bonnes idées. Après qu'on a planifié ça, il faut organiser nos idées, puis organiser le matériel, les ressources humaines, à l'interne, à l'externe de la band. Donc là, c'est
la partie organisation, quand même assez... est très importante. Ben, sont toutes importantes, là. Après ça, diriger pour le D. Donc, il faut diriger notre plan d'action. Donc là, c'est délégage de tâches. Parce que en tant que band, faut essayer qu'on se marche pas sur les pieds. Exemple, si on veut faire un post sur Facebook, ça vaut pas nécessairement la peine qu'on soit 5 membres dans la band à reviewer le post avant de le faire pour s'assurer que tout est bon. Il devrait y avoir 1 ou 2 personnes. Alors, ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on a développée. On aime de travailler en groupe de 2. Donc, si on veut faire un post sur Facebook, moi, je vais l'écrire ou quelqu'un d'autre, puis on le fait vérifier par une personne. Mm-hmm. Mais quand on commence à avoir l'avis de 5 personnes, ça peut plus faire des contraintes. Donc, on essaie de... Avant, ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être mal fait à nos commencements dans notre plan de business. C'est la délégation des tâches, vraiment. Faut mettre l'emphase sur qu'est-ce que tout le monde est bon dans la band. On a des cerveaux qui marchent, qui fonctionnent différemment. Moi, je suis un artiste, j'ai étudié en musique. Je suis ADD, là, ça fait que des fois j'ai toutes sortes d'idées, puis j'ai plein d'idées qui viennent dans la tête, puis des fois il y a des idées qui sont super bonnes, des fois il y a des idées qui sont moins bonnes, mais j'ai beaucoup d'idées. Puis des fois ça peut faire peur à des gens comme Rob, le chanteur de notre band. Lui c'est un scientifique, il a une maîtrise en biochimie, ça fait que lui, c'est vraiment la démarche scientifique, puis il est beaucoup plus structuré dans ses choses. Mais, tu sais, je pense pas qu'il y a un des deux qui est bon ou mauvais. Je pense qu'il faut apprendre à se complimenter, à se compléter. Tu sais, c'est comme un yin puis un yang, là. Tu sais, moi, je peux avoir mes idées, plein d'idées qui est bon pour les brainstorms, puis Rob, ben, il peut aider plus à être un filter, puis OK, puis ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu trop out there pour tout de suite. Ben, c'est bon parce que ça vous garde vraiment... comme tu dis, c'est complémentaire. Fait que, toi, tu vas porter les idées, lui va les structurer. Fait que ça, c'est le fun. Je pense que c'est ça qui doit être... Comme tu dis, c'est une difficulté, je pense, dans un band ou même dans une équipe, de peu importe le projet, là, d'avoir différentes stratégies pour contrôler un peu tout ça. Là. Mais peux-tu me donner des exemples concrets de comme dans votre plan de, on va dire, votre plan de marketing pour vous mettre out there, pour vous faire connaître un peu? C'est quoi les choses que vous avez essayées et qui ont marché? Ben, à cette heure, avec l'industrie de la musique, là, vraiment de sortir des albums tout d'un coup, c'est pas nécessairement recommandé. Avec la montée des réseaux sociaux puis tout ça, on l'entend souvent parler, là, ça peut être débattu, là, mais avec TikTok, Instagram, on dit souvent que le monde a un grand laps d'attention. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on est juste conditionné à avoir moins un grand laps d'attention, mais ça reste le fait et qu'on est conditionné à... On scroll, puis en dedans de 2-3 secondes, on choisit si que le contenu est intéressant. Puis si c'est intéressant, on reste. Puis si c'est pas intéressant, on passe à la prochaine chose. Ça fait qu'au lieu de juste tout sortir notre album tout d'un coup, on voulait... sorti des singles. On veut y aller avec des singles. Donc, on a sorti notre premier single au mois d'avril, Mr. Know It All. Puis, avant de le sortir, on a fait un vidéo promotionnel. Puis, ça a super bien marché, là, cette formule-là. Je pense qu'on va essayer de la garder souvent. On veut pas être trop prévisible non plus. Mais notre vidéo promotionnelle a comme vraiment bien pogné, puis on a eu un bon nombre de nouveaux followers. Puis c'était juste comme un teaser, là. C'était comme le refrain de la chanson, puis nous autres qui jam. Ça fait que ça a fonctionné. Puis on va sortir un autre single dans le prochain mois. Il va-tu avoir une vidéo promotionnelle? Ça, c'est encore à décider. Mais de façon générale, on veut sortir ça comme en étape ou sortir les chansons qu'on pense qui ont le plus de chances de pogner.
puis là, sortir l'album au complet. Puis je pense que ça crée une anticipation aussi. Là. C'est ça. Ben, tous les gros artistes font ça aussi, là, je pense, là, ou la majorité. Là, à moins que tu sois extrêmement populaire, là, t'en sors ton album, ça va marcher pareil, je pense. Mais c'est ça. Ils font souvent ça, ils sortent un single genre un mois avant l'album, puis là la chanson est populaire, puis souvent c'est la chanson la plus populaire, puis là l'album performe mieux. Là. Vous autres, est-ce que vous avez choisi votre chanson la plus populaire, ou bien est-ce que vous pensez qu'elle est la plus populaire? Est-ce que c'est la meilleure selon vous, ou c'est juste... Pour notre premier single, je dirais, en tout cas de mon côté, je pense pas que c'est notre meilleure chanson, mais je pense que c'est la chanson qui nous représente le mieux comme... En termes de style. En termes de style, tu sais, il y a un peu de tout. C'est rock, c'est funk, c'est bluesy, il y a un bon solo de guitare. Il y a des parties dans la chanson un petit peu plus techniques, complexes. On a des back vocals d'une fille, Emily Mockler, qui avait fait des back vocals. Donc, c'est plus complet, puis on trouvait que c'était peut-être plus comme radiophonique, mais moi, personnellement, j'ai d'autres chansons que j'aime plus sur l'album, mais peut-être que les autres gars dans la band, comme pour de vrai, sont vraiment toutes bonnes. Comme je pourrais pas dire qu'il y en a une, mais comme, sont toutes bonnes, mais celle-là, elle nous représente assez bien comme groupe en général. T'sais. On voulait pas en sortir une de comme 6 minutes avec comme plusieurs comme vibe dans la chanson, tu sais, comme un peu style Pink Floyd, là, progressif, comme qu'on dirait. Là. Ça aurait pas été le meilleur choix pour un single, mais tu me demandes si que la chanson est bonne. Ouais, oui, c'est super. Comme, si t'es un amateur de Pink Floyd, tu vas triper. Là. Ouais. Yeah. Là, tu sais, ça, quand vous sortez un single comme ça, ou même quand vous sortez l'album, tu sais, à moins que je me trompe, il n'y a pas nécessairement beaucoup de revenus qui viennent avec ça, là, si on parle de point de vue financier, là, right? Ouais. Ben, jusqu'à date, où est-ce qu'on y est rendu, je te compterai pas de mentir, il y a plus de dépenses que de revenus, là. Mais je veux dire, quand tu sors l'album ou quand tu sors le single comme tel, c'est pas comme si tu sors le single, là, il rentre de l'argent, là. C'est pas de même, ça marche, là. Non, c'est pas comme ça marche. Fait que c'est quoi votre revenu? C'est quoi votre source de revenus? Les sources de revenus, il y a... Ben, comme quand on sort une chanson, puis qu'on veut qu'elle passe à la radio, il faut s'enregistrer dans une association qui s'appelle SOCAN. Okay. Donc, regarde, je vais donner un exemple. Il y a 3 organisations qu'il faut s'enregistrer à. Prenons exemple Céline Dion, ok? Céline Dion, elle interprète une chanson, puis c'est pas elle qui a écrit la chanson, ça serait Luc Plamondon, mettons, grand compositeur québécois. Bon, Luc Plamondon a écrit la chanson. Luc Plamondon va recevoir 100% des droits de la SOCAN. La SOCAN, c'est pour les droits de compositeur. Fait puis c'est séparé en deux, la SOCAN. Les paroles, puis la musique. Céline Dion, elle va recevoir les droits de artistie. Parce qu'elle est l'interprète. Ça fait si Céline Dion fait une collaboration avec un autre interprète, ils vont diviser ça en deux. Fait que là, ça fait la SOCAN puis Artistie. Puis l'autre organisation, c'est Soproc. Ça, c'est qui a financé l'enregistrement de l'album. Ça, c'est René Angélil. Ça fait tu sais, donc, SOCAN pour Luc Plamondon, Artistie pour Céline Dion, puis Soproc pour René Angélil. Fait que ça, c'est quand les chansons sont populaires, j'imagine. Ou quand, tu sais, mettons, quand ce revenu-là, faut qu'il vienne des plateformes de streaming, right? Ou même de la radio. N'importe où, n'importe qui utilise notre chanson, à n'importe quel moment, et ça va aller là-dedans automatiquement, puis l'argent, ça s'accumule là-dedans, puis on la cash out quand ce qu'on veut. Ok, fait que vous avez comme un compte avec ces organismes-là, ou des associations, je sais pas c'est quoi le mot que t'as utilisé. Association, mettons les associations, puis dans le fond, c'est comme un peu comme ton... Ça, c'est un compte où ton argent se ramasse, puis tu peux sortir cet argent-là. C'est un peu ça. C'est ça. J'ai même un ami il avait fait une chanson, puis elle a passé... ça a rentré dessus SiriusXM sur un poste de comme country francophone, de quoi comme ça. Puis ça, c'est bon à voir parce que ça joue en loop tout le temps, comme à certains montants de temps. Puis, c'est un gars de la ville ici, là, je nommerai pas son nom, mais
Il regardait pas vraiment ses comptes à un moment donné, je vais aller regarder ça, puis à un moment donné, il l'a regardé, puis il y avait 15 000$ dedans, fait que si ta chanson joue à la radio, ben, tu vas avoir de l'argent. Si je me trompe pas, quand notre chanson joue à la radio, ça paye mieux que les streaming services comme Spotify, puis iTunes Music, puis tout ça, là. Comme ça, ça paye pas ça paye pas tant, mais ça peut payer, là, comme je pense que 1 million de streams te donne 1000$. Ok, c'est une petite fraction. C'est un peu comme YouTube, mettons. YouTube, c'était plus le même principe. C'était 1 million de vues, ça donne comme 100$ là, quand même. Mais nous autres, on est même enregistré comme la Socan, puis la Soproc, puis Artisti à travers de YouTube. Ça fait que notre chanson est sur YouTube. Ben, toutes les fois que quelqu'un la fait jouer sur YouTube, ça va dans notre compte. Fait que... Right. Oui, c'est ça, les copyrights, mettons. Là, quand je mets une tune, mettons, puis c'est copyrighté, ben, ça s'en va à vous autres si jamais je fais de l'argent sur la vidéo. Là. Puis ça, c'est une des sources de revenus. Mais pour commencer, c'est pas nécessaire, c'est vraiment pas notre source de revenus principale. Non. C'est quelque chose qui va probablement grossir avec le temps. Puis plus qu'on a de chansons, plus que le monde va l'écouter. Puis peut-être qu'on aura un hit à un moment donné, ou on sait pas. D'autres sources de revenus, il y a les shows. Donc, ça, c'est pas mal straight to the point. Tu fais un show, tu te fais payer, tu fais une entente avec l'organisateur du spectacle, puis c'est ça que c'est. Tu signes un contrat, puis il y a de la marchandise, de la merch, on n'a pas encore faite, mais ça s'en vient très bientôt, là, dans les prochaines quelques mois. On va avoir de la merch qui va s'en venir. Puis, autre source de revenus, il y a du financement de la province comme Or Nouveau-Brunswick, puis Musique NB, puis d'autres programmes comme ça. Là. Ça vient vraiment aider. Là, comme il y a des bourses de toutes sortes. Là. Une bourse de création musicale, par exemple, tu peux aller chercher jusqu'à 10 000$. Pour de la création musicale, c'est vraiment à l'artiste à décider comme ça pourrait être pour se louer un chalet pendant 2 semaines dans Rivière-Verte, puis aller là avec plein d'équipements pour enregistrer, puis enregistrer un petit EP ou de quoi comme ça, ou ça pourrait être pour, si je me trompe pas, pour payer un producer pour aller dans son studio. Là. Parce que sinon, c'est toutes des dépenses qui sortent de nos poches. Ça fait on essaye de prendre avantage des services qui sont offerts à nous. Puis... Fait que là, ben, à partir de là, avec ce revenu-là, ben, logiquement, le but, c'est de faire assez d'argent pour réinvestir, faire grossir l'entreprise, la band, puis après ça, d'être plus populaire, faire de la meilleure musique, être encore plus populaire, puis tout ça. Mais c'est... En tout cas, j'imagine que c'est ça l'objectif. Oui, exactement. Puis c'est où voulez-vous rendre avec ça? Bon, comme sky's the limit, là. Moi, personnellement, je voudrais être comme reconnu... à l'échelle au moins nationale, de pouvoir jouer et me promener dans le pays avec la band, puis faire des tournées dans toutes les provinces, puis vivre de ça. Avec les réseaux sociaux aussi de nos jours, vraiment, sky is the limit, comme pour vrai, comme... on n'a plus besoin de se faire recruter par un label, puis de suivre les démarches traditionnelles d'avant, comme... Il y a des artistes qui viennent populaires, comme internationalement, juste comme ça, là, juste avec un hit ou un vidéo TikTok ou je sais pas si tu connais, je pense que son nom c'est Benson Bones ou Benson Bones, il l'a dit dans une entrevue, il était sur le bord d'abandonner la musique, il dit non, ça pogne pas, puis il a fait une chanson, puis là c'est devenu super populaire, puis là Benson Bones, il est big là, tu sais. Ouais. Ça fait que où est-ce qu'on veut se rendre avec ça? Mettons comme à court terme, moyen terme, là, on voudrait avoir une bonne présence dans la scène, au moins du Nouveau-Brunswick, puis être connu dans les 4 coins de la province, puis remplir les salles dans la province, là, au moins dans la prochaine année. Avez-vous des objectifs de... Il me semble que ce serait mon genre, si j'étais artiste, d'avoir des objectifs de
de salles que tu veux sold out, là. Tu sais, je sais pas, il y en a qui... Mhm. On entend ça des fois, les artistes sont comme, un jour, je vais sold out le Madison Square Garden ou whatever. Ouais. Avez-vous comme un venue au NBA que vous voulez remplir? Ben, pour l'instant, on aimerait bien faire un show dans les prochains mois à la salle Bernard Leblanc à Moncton. OK. C'est une salle où pas mal tous les bons artistes acadiens jouent à un moment donné ou à un autre. Puis ça donne que c'est au centre Aberdeen. Puis le centre Aberdeen, c'est comme le centre culturel francophone de Moncton. Même si on fait pas de la musique francophone pour l'instant, mais on est quand même des francophones qui est inclus pas mal là-dedans. Puis on pratique dans la cave, comme dans la cave du centre Aberdeen. Puis la salle Bernard Leblanc est comme 3-4 étages en haut de nous autres. Ça fait que ça serait comme le fun de remplir cette salle-là. C'est combien de personnes? Je pense que ça doit avoir une capacité de comme 400-500 personnes. Cool. Donc, c'est quoi le plus gros show à date? Notre plus gros show à date... sérieux, je pense que c'était peut-être le mercredi musical la semaine passée, là, ici à Edmundston. Là, il devait y avoir 200-300 personnes. Là, Ah ouais? puis, Quand même. C'était vraiment plaisant. Mais on a juste fait 2 shows en tant que Zest. Là. Avant ça, c'était les Uptown Sinners. On faisait vraiment plus des bars. On remplissait des bars des fois, là, comme on avait fait un show à la brewery à Grand-Sault, puis c'était pas mal pacté. On a joué souvent à l'Igloo à Moncton. On avait joué le festival de jazz et blues ici. Mais il mouillait, ça avait comme mal à donner. Sinon, ça aurait été un de nos plus gros shows, mais il faisait froid. Là. Là, la semaine prochaine, on joue à Shediac. Ça s'appelle Spectacle dans le parc. Puis, je sais pas tout à fait quoi expecter parce que j'y ai jamais été, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup plus de monde que les mercredis musicales de Edmundston. Parce que c'est un grand parc, puis c'est Shediac l'été, beaucoup de touristes, puis tout ça. Le dimanche, vers 7h, il se passe pas grand-chose le dimanche, fait que il y a pas mal d'anticipation pour ça. Puis le soir d'avant, on joue au festival au Scallop Festival. Scallop, c'est quoi, les pétongues? Festival de la pétongue à Richibouctou. Fait que ça et tout, là, c'est comme un genre de festival, il y a plusieurs bands qui jouent là, fait qu'on sait pas trop quoi expecter, mais on espère qu'il va y avoir du monde. Puis quand vous allez à des shows comme ça, est-ce que vous voyez une différence en termes de popularité, mettons, soit avec les réseaux sociaux ou juste en général, du monde qui vous contacte ou je sais pas, tu sais, voyez-vous une différence avec ça? Ouais, juste ici, de jouer au mercredi musical, tu sais, ça m'a amené une entrevue à CFI, puis là, j'étais sur un autre podcast l'autre jour, puis là, je suis ici aujourd'hui, puis là, on s'est fait approcher par les organisateurs du festival de Jazz et Blues pour l'année prochaine, puis ça nous a donné une entrevue dans l'Info Weekend, fait que, tu sais, juste avoir joué le mercredi musical, il y a beaucoup de personnes qui ont développé un intérêt dans nous autres. Puis c'était la première fois que Zest jouait à Edmundston. Puis on a vraiment eu des bonnes réactions du public. Là. C'était fantastique. On s'est fait dire par beaucoup de personnes que nos compositions originales étaient meilleures que nos covers parce qu'on fait quand même quelques covers. Fait que nos compos originales ont vraiment bien été reçus. Puis ouais, non, j'ai su des commentaires que ça a vraiment bien passé. Là. C'est bon. Puis on a notre son. On commence vraiment à se développer notre son. C'est ça qui est le fun. Right, parce que quand tu écoutes un artiste, souvent tu dis ça vite, là, puis quand tu écoutes un artiste, on dirait que tu fais juste écouter une couple de notes, puis on dirait que tu sais que c'est un tel artiste, là. Ouais. T'entends une chanson d'ACDC, là, t'as pas besoin d'écouter plus que 5 secondes pour savoir si c'est du ACDC, ouais. hein. Puis ça, tu peux m'expliquer pourquoi ça fait ça? Parce que, tu sais, je me dis, mettons, tu prends le même artiste, mettons, tu prends la même band, ACDC, puis tu leur donnes un set d'instruments qu'ils jouent avec d'habitude, puis là, ils changent des instruments, ils jouent de la même affaire, la même musique. On dirait que ça a le même... Moi, j'ai l'impression que ça aurait le même feeling, le même vibe, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que, tu sais, une corde, c'est une corde. Quand tu fais cette corde, ben, ça fait une note. Mais comment est-ce que les autres font pour avoir un différent vibe d'un autre joueur? Comment c'est possible, ça? Okay. Ben, jouer une note sur une guitare, c'est pas comme jouer une note sur un piano, premièrement.
quand tu joues une note sur un piano, il y a rien qu'une façon tu peux la jouer. Ben, tu peux la jouer fort, tu peux la jouer pas fort. C'est ça que c'est. Sur une guitare, il y a plusieurs choses. La façon, la pression de tes doigts, puis qu'est-ce qu'on appelle le vibrato, là. Comme les chanteurs ont un vibrato aussi, là. Des fois, ils font une note, puis ils restent pas sur la même note. Tu sais, l'onde, elle fait comme ça un peu, là. Même chose sur la guitare. C'est la façon qu'un guitariste va jouer sa note. Ben, il y a le facteur de la main gauche, le vibrato, où il y a qu'est-ce qu'on appelle les bends. Donc, quand tu pousses ta corde par en haut pour qu'elle atteigne une autre note, ça, c'est vraiment unique à la guitare ou aux instruments à cordes, je devrais dire. Puis c'est pour ça que la guitare, vraiment, selon moi, c'est l'instrument qui ressemble le plus à la voix. Parce que tu peux vraiment tu peux faire ça avec la voix. Tu peux décoller d'une note puis monter graduellement à l'autre note. Sur le piano, tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer des entre-deux notes. C'est un piano dans une gamme, t'as 12 notes. C'est une guitare, tu peux en avoir 100, là, t'as des micros. C'est vraiment comme une empreinte digitale, là. Puis ça, c'est juste la main gauche. Après ça, t'as la main droite. Comment tu tiens ton pic? Quelle attaque que tu vas donner à ta corde? Puis ça, c'est la partie juste tes doigts. Après ça, tu rentres dans la partie équipement. Donc, tout le monde a un équipement différent. Le choix de guitare que tu utilises. Le choix de pédale. L'amplificateur. Puis comment bon t'es à pitonner sur ton amplificateur puis tes pédales. C'est une quête sans fin pour nous autres, les guitaristes. On est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on appelle un meilleur tone. On veut améliorer notre tone. Ça, des fois, tu vas voir un guitariste puis live, puis j'entends pas bien la guitare, ou on dirait il fait un solo, je l'entends pas. En même temps, tu vas voir un autre guitariste, puis oh, ok, c'est dans ma face, là, puis comme ça te pogne dans les tripes. Fait que c'est une quête sans fin de son tone. Fait que ton tone vient vraiment de toi, puis de ton instrument, puis c'est une collaboration là, entre les deux. Okay. Puis le drummer, même chose. Le drummer, comment est-ce qu'il tient ses baguettes, comment est-ce qu'il frappe? Il frappe-tu fort sur le drum ou il frappe pas fort? Il est-tu juste sur le beat ou il est juste un petit peu en avant du beat ou un petit peu en arrière du beat? Des fois, c'est pas une mauvaise chose d'être un petit peu en arrière du beat. Ça fait filer la musique un petit peu plus lay-back. Le chanteur, comment est-ce que le chanteur chante? Quelle sorte de voix qu'il a? Y a-t-il une voix rauque? T'entends le chanteur des CDC, là, tu le sais tout de suite qu'il fume des cigarettes. Ouais. Right, ok, mais ça fait du sens. C'est des petits détails que j'aurais pas pensé, mais ça fait du bon sens. Je me demandais pourquoi c'est quoi. On dirait qu'il y a un feel différent. Juste parce que c'est un artiste, mettons. T'as parlé tantôt de CEO, comme tu disais que dans un band, c'est comme travailler avec 5 différents CEO. C'est-tu comme ça que vous le voyez? Parce que j'ai l'impression, on compare avec une entreprise, c'est tout le temps un CEO, où il y a 2 personnes qui sont les plus haut placées. Là. Comment arrivez-vous à gérer ça? Le fait que vous êtes 5, puis que vous êtes les 5 au même niveau. Ben, au début, on voyait un peu ça comme 5 CEO, démocratie. On s'est rendu compte, par essai-erreur, que c'était peut-être bien pas la meilleure approche, où il manquait un petit peu de précision dans cette approche-là. Là. C'est comme... C'est vague un peu, genre. Ça fait comme... Pour peut-être rajouter ce que je disais tantôt, on essaye de vraiment trouver c'est quoi nos forces puis nos faiblesses. Comme moi, c'est plus le côté marketing online, puis de figurer comment rentrer dans des playlists sur Spotify, puis ces choses-là que ça m'intéresse. J'ai lu des livres de marketing online, ça m'intéresse. Je suis des TikTok, je suis toi. Comme, tu sais, c'est toutes des choses qui m'aident à mieux comprendre la business des réseaux sociaux, puis tout ça. Ça fait que peut-être que moi, je suis plus comme CEO de ce côté-là. Tandis que d'autres personnes dans la band sont super bons à d'autres choses, comme Rob,
comme Rob, le chanteur, lui, il a un esprit plus de scientifique, puis il est à son affaire. Ça fait que quand ça vient côté finance, côté... Organisation. C'est ça. Moi, je suis peut-être plus planification. Rob est peut-être bien plus organisation. Justin, le drummer, lui, c'est un vendeur de meubles. Ça fait qu'il est à son affaire pareil, puis lui tout, là, les finances, puis parler au monde, puis le réseautage, il est super bon. Côté social, côté comme PR, comme tu dis, réseautage. C'est ça. Pierre-Paul, lui, notre bassiste, lui, il est vraiment comme... comment je pourrais dire? Il nous donne... je dis ça d'un bon esprit, il est un petit peu plus comme le papa de la band, là, tu sais, il va regarder que, ok, tout le monde sait quelle chanson qu'on a à pratiquer pour notre prochain show, puis il va timer pour faire sûr que, ok, on dépasse pas notre temps, puis il est toujours le premier arrivé à la pratique, puis... Comme coordonnateur un peu, là. Coordonnateur, ouais. Puis là, ben, on a Cédric et tout, l'autre guitar player. Lui, ben, Cédric, c'est un génie musical. Ça fait qu'il a joué un bon rôle dans la composition de l'album. Mais on a tous joué un rôle, par contre. Je dirais, moi, j'ai écrit la moitié des riffs de guitare. Cédric a écrit comme l'autre moitié. Les paroles, on l'a fait tout un peu ensemble. Ça dépend des chansons, là. Mais, tu sais, Cédric, comme l'autre jour, ben, Pierre-Paul, il s'est fait graffiner la main par son chat, OK? Puis l'infection a pogné là-dedans. 3 jours avant qu'on joue au mercredi musical. Puis je peux te garantir que moi, j'avais hâte de jouer à Edmundston, là, parce que j'avais jamais joué avec la band à Edmundston. Fait que c'était... Les contrats étaient signés, puis là, Pierre-Paul, il se fait dire par son docteur que si qu'il fait le show, ça se peut qu'il ne peuvent plus bouger ses doigts. Après, il fallait qu'il prenne un break, puis qu'il prenne des comment ça s'appelle ça, des antibiotiques? Des antibiotiques. Ça fait que il pouvait vraiment pas, là. Ben, Cédric a écrit la moitié de la bass sur l'album, puis toutes les covers, ils les connaissent à la guitare. Fait que là, ben, c'est soit que on essaie de se pogner un bassiste qui aurait été capable d'apprendre 1h15, 1h30 de matériel en une journée, ou soit que Cédric allait sa bass, puis moi j'essayais de comme combler les parties à Cédric. Une chance qu'on l'avait, là. Puis il y a personne d'autre sur la planète Terre, je pense, qui pouvait mettre les souliers sauf Cédric, mais il est tellement bon musicien puis versatile. Il l'a fait. Qu'il l'a fait. Ça fait que du côté musical, on prend tout le temps l'opinion à Cédric pas mal au sérieux. Il étudie, il fait sa maîtrise en guitare classique à l'Université de Toronto tout de suite. Mais c'est ça, comme que je viens juste de dire, par contre, il étudie à l'Université de Toronto. Donc ça peut causer des petites difficultés pendant qu'il étudie, pendant l'hiver. Donc, côté administratif puis tout ça, là, on essaye de pas trop le tanner avec ça. Parce qu'il est à Toronto pour étudier en guitare classique. On lui dit toutes les chansons qu'on a à apprendre, puis on peut quand même communiquer, on peut quand même composer à distance. Il y a des programmes, lui, il compose une chanson, il nous envoie ça, on l'apprend, on la jam, on filme ça, on l'envoie à Cédric, on peut tout faire un travail de collaboration pour que, aussitôt qu'il finit l'université, là, comme on se boucle, là, tu sais. Ouais, vous êtes prêts, là. On y est prêts, là. Puis là, avez-vous un leader? La manière que tu parles, j'ai l'impression que non, mais avez-vous un leader ou pas? Ben... C'est moi qui ai eu l'idée de créer la band, c'est moi qui ai approché Rob, j'étais roommate avec Cédric, donc j'ai comme j'ai trouvé les ressources humaines. C'est moi que j'avais trouvé Sam, qui était notre drummer avant, puis Sam a trouvé Justin, qui est notre drummer à cette heure. C'est moi qui ai approché Pierre-Paul. Tu sais, là, tout de suite, j'ai fait un podcast hier, un podcast aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, j'aime ça, représenter la band, mais je veux pas me donner nécessairement le rôle de leader.
Rob, le chanteur, il est là vraiment since day one, lui aussi. On a écrit la première chanson de la band ensemble. Tu sais, dans le temps qu'on y était encore, les Uptown Sinners. Donc, je dirais, moi et Rob, on a le plus d'ancienneté dans la band. Cédric, c'était mon roommate. Fait qu'il est apparu pas longtemps après. On était comme, ben, on a un génie de la guitare dans la maison, comme, might as well, comme, viens jammer avec nous autres, là. Ouais. Fait que Cédric est là depuis le début pas mal aussi. Ben, il étudie à Toronto pis ça fait qu'on veut pas comme trop le taxer avec ça pendant qu'il étudie, là. Ça peut venir heavy de... Puis en même temps, Justin aussi il est un bon leader à sa manière. Il est là pour comme... Il est bon pour tenir tout le monde ensemble, là. Comme, alright, comme parce que des fois, ça prend un peu comme un... Que tu viens de me faire penser, je te dirais la dynamique, là, c'est beaucoup comme moi puis Robert, les deux comme leaders, genre. Puis Justin qui est comme un bon médiateur entre les deux pour que... Ok Pierre, peut-être bien que ce que tu dis là tout de suite, c'est un peu too much. Ou ok Rob, je pense pas que ça marche, man. Je suis juste du côté à Pierre pour ça. Puis faut qu'on essaie de se respecter là-dedans, tu sais. Je pense pas qu'il y a de band qui a zéro accrochage, mais ça fait comme 5 ans que moi puis Rob puis Cédric on joue ensemble. Fait qu'on commence à être mieux établi là, puis on commence à savoir comment gérer les problèmes assez facilement pour que ça déborde pas. Je trouve ça intéressant le comparatif entre une band et une business, là. Comment tu t'évaluerais la difficulté de lancer un band versus lancer une entreprise là, from scratch? Est-ce que tu... Ouais, vas-y. Ben... quoi tu l'as dit, comme l'ancien band, comme les quand on était un cover band, tu veux dire? Pas nécessairement, juste mettons là, moi je suis musicien, ok, puis je veux me lancer, mettons j'ai deux vocations, là. J'adore l'entrepreneuriat, la business, puis j'adore la musique. Là j'hésite un peu entre les deux, je veux me lancer un band ou je veux me lancer une business. En général, je demande, qu'est-ce que tu penses qui est le plus difficile ou comment ça se compare? Ben, si tu te lances un band, t'as pas le choix de te lancer en business. C'est la même chose. Puis on s'enregistre comme une business aussi, là, comme au niveau légal, puis ça, à un moment donné. Là. Mais mettons, si on parle juste business comme... mais je comprends ce que tu veux dire, puis je suis 100% d'accord, là. Tu dis comme, je veux me lancer un magasin de sport à Edmundston versus lancer une band, ça serait quoi? Disons, on va dire ça comme ça. Comment tu évalues la difficulté de se lancer une band versus lancer un autre type d'entreprise? Ok. Ben, d'un band, t'as pas le choix de t'accorder avec tout le monde. T'as juste pas le choix. Si qu'il y a un problème, faut que ça soit réglé. Un band, je vois ça comme ça. Il y a 3 aspects importants pour veiller à la longévité, je pense, de la band. Puis ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Il y a l'aspect business, il y a l'aspect musical, puis il y a l'aspect relation à l'interne. Faut que les 3 qu'il y ait un bon équilibre. Donc, si que toutes les fois que tu es avec ta band, tu parles de business, puis tu joues de la musique, puis tu prends pas le temps de passer du temps avec ton band, de passer du temps sans parler de la band. Juste, on est des amis, on est comme une famille à ce point-ci. Faut que tu trouves du temps pour juste hang out avec tes band members. Que ça soit Cédric à Toronto, faut que je l'appelle une fois de temps en temps ou qu'il m'appelle, tu sais, puis comment ça va, man? Comme mais si toutes les fois je l'appelle pour parler de la band, notre friendship mange un peu la claque. Ou si que tu parles juste, si tu fais juste de hang out avec ta band, puis de faire de la musique, le côté business, ça va pas avancer non plus. Puis si tu fais juste le côté business, puis le côté relations internes, ressources humaines, le côté musique va manger la claque. Fait que je dirais, moi, je trouve que c'est là la grosse différence avec une entreprise. On n'a pas de CEO, il n'y a pas personne qui est en haut, personne pour donner des ordres non plus.
Fait qu'il faut qu'on s'arrange à l'interne, puis des fois, on essaie d'aller chercher des ressources externes pour avoir d'autres avis. Mais comment tu compares avec... Parce que là, la différence que je vois avec, mettons, une business ou n'importe où tu as déjà travaillé dans ta vie ou que moi j'ai travaillé, tu sais, il y a un peu tout le temps ces trois aspects-là, sauf le côté plus... En fait, il y a juste deux de ces trois aspects-là, j'ai l'impression. Il y a le côté plus business et le côté plus comme produit ou le domaine dans lequel on se situe. Tu sais, par exemple, moi je suis physio, fait que notre domaine c'est la physio, fait qu'on offre des soins de physio, right? Puis le côté business, mais c'est plus comme les discussions qu'on a entre ces séances-là de physio, c'est les discussions qu'on a avec l'équipe qui travaille ici. Mais on fait pas nécessairement beaucoup de... On va pas hang out ensemble, right? On va pas aller comme... Mais des fois, ça peut arriver, là, mais beaucoup moins, j'ai l'impression que ce que tu me dis, là. À moins que tu me dises que ça se compare, tu sais. Pour mettre des chiffres là-dessus, quand tu travailles dans une business qui est pas dans la musique, mais souvent, tu vas aller hang out comme une fois par 2 mois ou 3 mois, tu vas aller dans un souper ou whatever, tu sais, ce qui est nice, ce qui est correct. Mais de la manière que tu parles, j'ai l'impression que le côté hang out c'est plus fréquent que ça, tu sais. J'ai l'impression que c'est plus comme à chaque fois que vous faites de la musique, il faut que tu hang out un peu après 1 heure ou 2, là. C'est ça ou? Ben, je dirais une fois par semaine, là. Right. Fait que c'est plus comme je comparais peut-être plus ça à une relation à un mariage, genre. Si tu fais juste de parler de finances, puis des enfants, puis de ces affaires-là, le côté amour va prendre le bas. C'est tout à propos de l'équilibre. Qu'est-ce qui fait que, comme, faut qu'en musique, faut que vous hang out plus souvent qu'un autre type de business? Je pense que c'est pour la créativité. Il y a comme de quoi qui se passe quand tu hang out, puis faut que tu sois détendu. Faut pas que tu sois stressé avec rien. Puis au niveau de la patience un envers l'autre, faut qu'on ait une bonne fondation. On fait toutes des erreurs une fois de temps en temps, puis faut vraiment se supporter. C'est plus qu'une business, c'est familial. Ça prend des racines profondes, là. Mais je te dirais que même une business, si j'avais à avoir une business comme plus orthodoxe ou traditionnelle, je mettrais vraiment un emphase sur les relations à l'interne. Puis je pense que je suis pas mal sûr que c'est prouvé aussi que une business avec des bonnes relations humaines va avoir un meilleur produit final. Tu sais, que ça soit... je sais pas, mettons une école. Je vais donner une école comme parce que moi, c'est plus les business que je suis familier avec. Ben, si que à chaque jeudi soir, les membres du personnel... ils font un petit de quoi, genre, ils jouent aux cartes, genre. Ouais, ils jouent aux cartes, là, whatever, ou tu sais, ils allaient prendre une petite bête à un resto, puis ils développent cette tradition-là. Je suis convaincu que le fonctionnement de l'école va être mieux. Si tout le monde est... Ben, c'est difficile d'avoir tout le monde de bonne humeur tout le temps, mais plus que le monde est de bonne humeur, plus que ça va avancer. T'sais. Ouais. C'est un bon point. Tu sais, tu peux... Il y en a qui aillent plus... Il y a des business, je sais, qui aillent plus pour un côté comme compétitif, comme, OK, si vous faites tant de ventes, vous allez avoir la chance de gagner un voyage pour aller dans le sud. Fait que le plus gros vendeur de la business va pouvoir aller en voyage dans le sud gratuitement. Je crois pas dans des stratégies comme ça. Je pense que c'est vraiment des relations à l'interne là, qui est le plus... Ben, j'ai l'impression que ces stratégies-là sont là pour les chiffres et l'argent, tout simplement. Là. Moi, je crois là-dedans d'un point de vue financier, dans le sens que si la business est prête à sacrifier un petit peu le côté relationnel pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, ben c'est leur décision, right? Ouais. Mais et tout, il faut que je dise que moi, la band, là, je me base beaucoup sur... pour planifier l'organisation de la band, je me base beaucoup sur un livre qui s'appelle The 7 Habits of Highly Effective Successful People. Highly Effective, je pense. Effective? Ok, ça se peut. Puis, je suis ces étapes-là comme religieusement, puis je crois. Puis je crois. On est personnellement une business. Moi, je suis une business. Ma salle de classe, c'est une business. Mon band, c'est une business. Puis toutes mes relations avec tout le monde, c'est toutes des petites business. Tu dois, premièrement, être proactif. Ça fait que... si je shoot une idée puis qu'un membre de la band l'aime pas, ben,
Tu peux pas juste dire j'aime pas ça. Genre, t'aimes pas ça, ok, mais pourquoi t'aimes pas ça, puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait être différent ou mieux? Chiale pas pour chialer. Chiale pour améliorer. Apporte quelque chose. Hein. Apporte quelque chose. Deuxième habit, c'est begin with the end in mind. Fait que faut que tu aies une idée du produit final que tu cherches. Ça va, tu t'en vas. C'est ça. Puis je l'ai fait au niveau de ma vie personnelle aussi. Begin with the end in mind. Imagine ton funérail. Qu'est-ce que le monde à ton funérail? Qu'est-ce que tu veux que... Si tu meurs là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que ta femme dise à propos de toi, ton enfant, ta mère, ton frère, tes colocs, tes amis? Un coup que tu as défini ça là, sur papier, si tu veux être vrai à tes valeurs, tu vas agir pour que ça soit en alignement avec qu'est-ce que eux autres diraient à propos de toi. Begin with the end in mind. Put first thing first, genre. Comme. Quand on voulait sortir notre premier single, on savait pas comment tout faire ça, puis bien le faire, puis ça a donné que on a mal comme rentré dans les streaming services, on avait pas mis une bonne grosseur de photos, puis ça a pas pu sortir à la date qu'on voulait. Bon, on fera plus jamais cette erreur-là. But put first thing first. Faites sûr que tout est à l'ordre, puis suivre ça de façon méticuleuse, là. Après ça, quoi d'autre? Il y a think win-win, genre. Comme un exemple, une fois, on voulait envoyer notre single à des radios. Moi, j'avais préparé un petit email à envoyer. Puis Cédric avait préparé un petit email à envoyer. Puis moi, je m'occupais plus des radios, à envoyer ça aux radios de la Nouvelle-Écosse. Cédric s'occupait du Nouveau-Brunswick. Puis là, Cédric était comme, je pense que mon email est un petit peu meilleur. Puis moi, j'étais comme, moi, j'aime mieux mon email. Puis moi et Cédric, on a vécu ensemble pour 5 ans, tu sais, puis on s'est jamais ostiné sur rien. Mais là, on avait un petit peu un dilemme, là, comme quel qui est meilleur. Moi, je croyais vraiment que la mienne était meilleure, mais lui, même chose. Mais finalement, tu sais, je pense qu'on a comme fait un petit compromis entre les deux. Ça peut être un exemple de win-win. Mais aussi, j'aurais pu, moi, envoyer mon email aux radios de la Nouvelle-Écosse, puis lui envoyer son email aux radios du Nouveau-Brunswick, voir les résultats, prendre qu'est-ce qui marche de mieux, puis aller de même à partir de là. Pour la suite, ouais. Il n'y a pas tout le temps une solution qui est bonne, des fois. Il y a tout... Tu sais... On est tellement conditionné à penser des win-lose aussi avec le système à l'école, puis les sports, puis on pense tout le temps que si quelqu'un gagne, c'est au détriment de quelqu'un qui perd. Mais c'est pas vrai. Puis en band, il faut penser win-win. Parce qu'on est dans une relation. C'est comme une relation amoureuse. Tu penses en win-lose, en relation amoureuse, une nouvelle pour toi, c'est juste lose-lose, là. Même si tu gagnes un argument avec ta femme ou... T'as quand même perdu. C'est pas pareil, ouais. Parce que t'as comme qu'est-ce que j'appelle un emotional bank account. Dans des relations, tu peux investir et tu peux faire des dépôts puis des retraits. Ben, plus tu fais de dépôts, plus qu'il y a un gros emotional bank account, puis plus t'es capable d'encaisser des coups, des petits coups, tu sais, des petits retraits ici puis là. Tu sais, c'est jamais juste des dépôts. Mais si il y a plus de retraits que de dépôts, ton compte, il vient à zéro. Ça fait que c'est tout de quoi que je garde en tête pour le win-win. Puis le win-win, ça apporte à la synergie. Puis la synergie, c'est, comme je dirais, comme 1 + 1 est égal 3. Tu sais? Moi, je suis bon à planifier. Ben, Rob est bon à organiser. Moi, j'ai pas les compétences d'organisation que lui a. Peut-être qu'il n'a pas les compétences de planification que j'ai. Ben, si moi, j'essaie de planifier puis organiser, ça n'aura pas le même résultat que si on travaille en collaboration puis qu'on fait une synergie. Ouais. Puis les meilleurs bands de l'histoire de la planète, c'est parce qu'ils ont été capables d'avoir une synergie incroyable, comme Led Zeppelin, exemple. Il y avait juste une bonne synergie. Puis, une autre règle là-dedans, c'est Sharpen de ça, qui appelle. C'est un gars qui
il scie un arbre, puis là, son chum arrive, il dit hey, t'as de l'air brûlé, tu devrais prendre un break. Il dit j'ai pas le temps, faut que je scie l'arbre, il est sur le beau de fille noire, faut que je me dépêche. Il dit ouais, mais pourquoi tu prends pas un break pour affiler ta scie, puis ça va aller plus vite? Il dit j'ai pas le temps, il dit faut que j'ai le cise, là, comme là. Ben, peut-être bien si le gars il aurait pris un break du début, il aurait pris le temps d'affiler sa scie, il aurait pu le scier plus effectivement. C'est comme work smarter, not harder. C'est ça. Puis il faut prendre. Puis affiler sa scie, c'est dans plusieurs sphères. C'est la sphère physique. Il faut prendre le temps de s'exercer physiquement. Tu sais, comme si on arrive à nos pratiques de band, puis on est tout le temps brûlé, puis qu'on n'est pas dedans parce que notre santé n'est pas là, puis qu'on a de la misère à bouger sur le stage, ça va affecter la business de la band. Faut se renouveler d'un côté intellectuel. Il faut tout le temps chercher à s'améliorer puis à élargir nos horizons puis d'apprendre de plus en plus. Comme la journée que je vais arrêter d'apprendre des nouvelles choses à propos de la musique, c'est la journée que moi je vais arrêter d'évoluer en tant que guitariste. Puis ça, c'est un problème pour la band. Faut tout le temps qu'on cherche à être meilleur. Faut s'affiler d'un côté spirituel, tu sais. Que ça soit d'aller à la plage avec aucun livre, aucune musique, puis de juste essayer de méditer, puis être tout seul avec soi-même pour une fois. Puis faut s'affiler dans la sphère sociale. Faut rester in touch avec nos amis. Puis ça revient à tout le côté que je te disais, les relations de la band. C'est important. Faut prendre du temps en band pour chiller, tu sais. Des fois, je vais jouer du disc golf avec Rob, tu sais. Puis on parle pas de band. On n'en parle pas pour une fois. On en parle tout le temps. Ça fait qu'une fois de temps en temps, on n'en parle pas. Fait que les 7 Habits, là, en tout cas, moi, je recommande ce livre-là. Ça a changé ma vie. Oui, pour vrai? Ouais. Vrai? Ouais. Nice. Ouais. Je pense que je vais checker ça. J'avais pas les livres. Quand tu finis un livre puis t'as l'impression d'avoir grandi de ça, c'est les meilleurs livres selon moi. Là. Ouais. Fait que... Ça m'a pris comme 2 ans à le lire. Parce que je lis un chapitre, puis je le relis, puis je souligne les choses, puis je les applique, puis je comprends. C'est pas juste d'aller à travers. Un livre comme ça, c'est vraiment comme c'est un guide. Là. Si tu suis ta vie selon les principes là-dedans, en théorie, ça devrait assez bien aller. As-tu lu How to Make Friends and Influence People? Non, mais j'en ai entendu parler, là, puis j'ai plusieurs amis qui l'ont lu, puis il est sur ma liste, là, certain. Tu me conseilles de Montre-le sur le top de ta liste. Ok. Puis, moi, je l'ai lu l'année passée, puis je veux le relire. C'est un livre que tu peux relire souvent, puis c'est un livre qui t'aide vraiment à comprendre comment l'humain fonctionne, là. Puis en général, là, pas tout le monde. Puis moi, je le vois parce que je vois beaucoup de monde dans une journée. Là, en physio, je vois différentes personnalités qui reviennent dans mon bureau, tout ça. Puis là, je peux appliquer ces choses-là tous les jours. Fait que ça, c'est un blessing. Puis il y a vraiment, là, c'est comme pinpointé sur ça. Puis c'est une des affaires que je parlais dans mes premiers podcasts. Je pense que le premier, c'est ça que j'expliquais. Là. En fait, une des règles, mettons, là, pour donner un exemple qui est vraiment très efficace, là, c'est... faut que tu t'intéresses aux autres, mettons. Puis ça, je l'applique à tous les jours où j'essaye le plus possible. Puis ça fait... C'est comme si tu unlock un pouvoir de gestion de relation. C'est comme, mettons, que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, ben, essaie de trouver quelque chose qui l'intéresse, cette personne-là, ou qui fait du sens avec cette personne-là, ou qui va chercher cette personne-là, puis pose une question. Puis tu viens de décoller la personne. Comme si je te parle de ton band, ben, tu pars, tu sais. Mettons que là, on est dans un podcast, je comprends, mais mettons qu'on est dans la rue, puis ça, puis je te connais pas. Je sais pas, t'es dans un band. Oh, t'es dans un band, depuis quand? Pose des questions, ben... c'est décollé. On va bien s'entendre. Ouais. Fait que ça, c'est une des affaires que moi, j'essaie d'utiliser le plus possible. Puis, en tout cas, ce livre-là, tout ça pour dire que ce livre-là est vraiment exceptionnel. J'ai une bonne petite drive à faire là, de Edmundston à Moncton. Aujourd'hui, je vais peut-être bien audiobook. Audiobook. Ouais, c'est pas long non plus. C'est pas un livre trop épais. Là, mais non. C'est straight to the point. Ouais, c'est excellent. Cool. C'est excellent. Y a-t-il des choses que tu veux rajouter avant qu'on finisse le podcast? Je sais que t'as des choses, des affaires qui s'en viennent, c'est sûr. Là, fait que tu peux peut-être parler de ça si tu veux. On a un album qui va sortir en septembre. Ouais. Donc, septembre, peut-être début octobre, mais ça s'en vient très bientôt. Ça s'appelle comment? Feeling Fine. C'est ça. Ben, on n'a pas le choix de le sortir en septembre ou en début octobre non plus parce qu'on a une chanson qui s'appelle Summer is Gone. Ça fait que sinon,
faut presque attendre à l'année prochaine. Right. Puis Summer's Gone, je pense, moi, c'est ma chanson préférée de l'album, là. C'est la Summer's première chanson qu'on a écrite en band. Ça fait déjà 5 ans de ça, puis elle a évolué, puis évolué, là. Nice. Toutes les fois qu'on fait une chanson, même après que tu l'as enregistrée, tu continues à pratiquer, t'es comme « Ah, ça c'est bon, nice! On rajoute ça. On rajoute ça, ben, on peut pas refaire l'album, là, Right. mais à Summer, là, elle a évolué pendant des années puis des années. On met un extrait? De Summer, ça? Ouais, ou... ben, je vais le mettre au montage après. Ok, ouais, on fait ça. Yes. Summer is gone, and I got to get away. I can't stay around here and see your face around this town. Good, parfait. T'as d'autres choses que tu veux plugger? Non, juste aller nous follower sur Facebook, ZestNB. Sur Instagram, c'est Zest the Band. Puis sur Spotify, c'est juste Zest. On a un single qui est out, Mr. Know It All. Puis on planifie de continuer de faire de la musique pour longtemps. Ça fait que gardez l'œil ouvert pour ça. Puis merci Sam de m'avoir invité sur ton podcast. C'est le fun de voir que on est rendu à 25 ans puis on fait un podcast puis on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Ça me fait triper, man. Ouais, non, mais moi aussi, merci Pierre pour ta participation. C'est bien gentil. Sûr.